Bonjour à tous, chers amis amateurs d'échecs, je vous propose une nouvelle série de vidéos consacrées aux grands champions d'échecs du passé. Vous savez que ma passion en tant que joueur amateur est surtout celle de la tactique, mais il m'arrive de trouver aussi certains motifs de finale très intéressants et j'allais dire assez esthétiquement agréable. Et je voulais commencer cette petite série par l'évocation d'un joueur syrien du XVIIIe siècle, né en 1705, qui s'appelait Philippe Stama, contemporain de Philidor, qu'il aurait affronté dans les années 1745, si je me souviens bien, contre lequel il aurait perdu. Alors malheureusement à cette époque on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas d'internet, on n'avait aucun moyen de sauvegarder des parties et c'est bien dommage. Parce que vous allez voir que les joueurs de l'époque étaient absolument géniaux et Philippe Stama ne fait pas exception à la règle. Alors il a laissé pour la postérité un ouvrage consacré à la tactique avec deux grandes parties. La première, il s'agissait d'études consacrées au final, et la seconde de position où, face à une menace de mat, le camp en apparence condamné retrouve la ressource ultime pour gagner sur le fil. Voilà, tous ces problèmes, toutes ces études m'ont été communiquées par Philippe Keshmaker, qui d'ailleurs m'a fait connaître ce joueur. Et j'ai trouvé ça tellement sympa de sa part et puis surtout tellement instructif que je n'ai pas résisté à vous montrer ça. Et ceux qui suivent les petites péripéties du blog Échecs en amateur savaient que j'allais faire cette vidéo. Alors, dans cette première vidéo, je vais me consacrer uniquement aux études consacrées au final. Alors en fait, la contribution de Philippe Stama pour les finales se résume autour d'un thème assez unique, qui est l'obstruction d'une case de promotion. Vous voyez qu'ici, les noirs menacent de promouvoir le pion en C1 avec le gain une dame et le gain de la partie. Et vous voyez qu'en contrepartie, les blancs peuvent aussi aller à promotion sur la case A8. En apparence, les blancs ont un temps de retard, mais ils peuvent récupérer ce temps de retard tout simplement en sacrifiant la tour sur la case de promotion. Et c'est ce motif, obstruction de la case de promotion en sacrifiant une pièce, que va décliner Philippe Stama dans plusieurs études que je vais vous montrer ici. Je trouve que c'est assez inhabituel, on ne voit pas ça souvent dans les parties de champions, et c'est finalement assez efficace, donc c'est peut-être instructif pour vous de le regarder. Alors, bien entendu, la suite ici est la reprise de la tour, et maintenant les blancs menacent de gagner, parce qu'en plus de la promotion du pion ici, il y a une menace de mat. Donc les noirs doivent perdre un temps supplémentaire à bouger leur roi, par exemple en A3, et maintenant la menace de mat va perdurer ici, et les blancs vont pouvoir non seulement aller à la promotion, mais aussi inquiéter peut-être la tour en C1. Bon, donc vous avez compris l'histoire. Je vous montre une autre combinaison, à peu près du même acabit. Tour E1, échec. Tour B1. Alors vous voyez que la tour ne doit pas être prise, hein. Si la tour blanche reprend, les noirs reprennent avec la promotion du pion et se retrouvent gagnants, puisque le roi est en échec. Donc par contre, là encore, Philippe Stama trouve l'astuce. Tour C1, un coup très fort, puisque après l'échange des tours, vous voyez que les cases ici sont interdites pour le roi, et donc ce pion est bloqué, celui-là est bloqué aussi, celui-là est bloqué, et se retrouve
en zugzwang. Ils sont obligés de bouger le pion en H5. Et maintenant, les blancs se retrouvent dans une position gagnante avec largement d'avance pour la promotion, avec en prime un mat instantané. Et d'ailleurs, ils peuvent même pousser l'astuce et la finesse jusqu'à promouvoir le pion en fou avec échec et mat. Dans cette nouvelle position, donc c'est toujours les blancs qui jouent et gagnent, hein, par convention. À cette époque-là, on n'aimait pas trop le mélange des genres, je suppose. Donc fou D4, un sacrifice de fou, le roi reprend, promotion du pion, repromotion du pion. En apparence, la position est gagnée pour les noirs grâce à une pièce et un pion d'avance, mais par le sacrifice d'attraction du roi sur la case D4, eh bien, un grand classique, l'enfilade, dame A7 échec, et la dame G1 sera perdue. Alors, vous vous souvenez toujours de ce motif d'obstruction de la case de promotion, avec les blancs menacent de promouvoir le pion, et le coup naturel serait ici de jouer tour B8, avec la suite attendue, l'échange des tours, et la promotion qui gagne la partie. Plus de ça, au coup d'après, la dame va se mettre tranquillement, va pouvoir éventuellement même se sacrifier, et pour capturer le pion, ou encore plus efficace, suis-je bête, faire échec et se sacrifier par la suite. Bref, donc c'est perdu pour les blancs, pour les noirs, je vais y arriver. Sauf que, dans la position initiale, plutôt que de jouer tour B8, on peut jouer la promotion immédiate. Pourquoi? Parce que si la tour reprend, échec, forçant l'échange des tours, et maintenant les blancs ont un temps d'avance pour la promotion. Alors, je ne vous ai pas dit bien sûr qu'après le coup attendu tour B8, Stama aurait joué, vous l'avez compris, tour C8, comme tout à l'heure sur l'exemple numéro 1, le motif d'obstruction habituel de notre ami Stama, et si la tour reprend, cette fois-ci, les noirs ont largement l'avance pour la promotion avec une menace de mat à la clé. Alors, une nouvelle position, toujours la même idée, l'obstruction de la case de promotion. Vous voyez que tour G1 gagne. Alors, il faut analyser quand même la suite, on va dire intuitive. G7, dame, dame, échange, reprise de la dame, et position nulle. Position égale en tout cas. Alors qu'après tour G1, la tour reprend, et comme tout à l'heure, ça marche. Les blancs sont en avance pour promouvoir le pion. La même idée, cette fois-ci avec un fou, fou A1. Le roi va perdre le temps de reprendre le fou, et après roi C2, on retrouve le motif comme tout à l'heure, où les noirs ne peuvent pas bouger leur roi, et cela provoque un zugzwang, et ils sont obligés de jouer le pion B en B5. Alors, il aurait été catastrophique de prendre en passant, C prend B6, puisque la position était patte. Par contre, après B5, en poussant en C6, le pion B peut continuer, il faut bien calculer, mais vous voyez que ça marche, B4, C7, B3, échec, le roi reprend, cette fois-ci le roi noir peut jouer en B1, C8, promotion, A1, promotion,
et Dame C2, échec et mat. Dans cette nouvelle position, un tout petit peu plus complexe, les blancs jouent et gagnent. Fou C1, obstruction de la case de promotion. Alors si le fou reprend, vous connaissez l'histoire, le fou revient, mais c'est trop tard. B7, roi A7, B8 échec, roi A6, dame A8 échec, roi B5, dame C6 échec, et vous voyez que maintenant, le pion C2 est perdu. Les blancs ont gagné. Donc après fou C1, les noirs ne doivent pas reprendre le fou. Ils jouent fou D4 pour veiller sur cette case de promotion, enfin cette case d'avancée du pion plutôt, et surtout jouer un coup, on va dire, le moins mauvais possible. Après B6, reprise. Alors les noirs se disent qu'ils ont le temps de prendre d'abord le pion E avant de revenir prendre le pion en B6. Effectivement, s'ils prenaient le pion en B6, le roi prenait, roi B8, roi C5, et vous voyez que maintenant, eh bien, le roi va pouvoir tranquillement aller prendre le pion en C2 et les blancs se retrouvent largement avantagés avec un roi bien placé et un fou d'avance. Donc, ils prennent en E5, roi C8, D5, donc ils sauvent leur pion. Là, ils essayent de lancer une marée de pions, hein, une façon en général redoutable de conclure une partie. Mais Stama joue fou à 3. Donc le pion C ne peut toujours pas être promu. Si les noirs jouent l'attraction fou D6, ça donne fou C5, un coup splendide. Et si le fou est repris, alors échec, comme tout à l'heure. Et vous voyez que le pion C est toujours perdu. Si après fou C5, les noirs préfèrent jouer la promotion du pion, c'est mat, grâce au pouvoir de ce fou en C5. Donc, après fou A3, il ne faut pas jouer fou D6, il faut jouer D4, l'avancée de la marée de pion, fou C5, comme tout à l'heure, avec la même menace de mat que tout à l'heure, mais cette fois-ci, les noirs n'ont aucune parade, mais vraiment aucune. Ils n'ont rien de mieux à faire que de jouer la promotion, et les blancs font mat. De toute façon, ils n'avaient aucun moyen de prévenir ce mat. Donc, une jolie position de finale pour la suite. Alors, je ne vais pas développer la deuxième partie mais juste, enfin, de la contribution de Stama à l'histoire des échecs et à la connaissance des échecs. Je voulais juste vous donner un avant-goût qui concerne donc comment dire, donc des positions de milieu de partie où les blancs jouent et gagnent alors qu'ils sont eux-mêmes menacés d'un mat imminent. Vous voyez qu'ici le mat imminent c'est celui-là, hein, dame et mat. Mais les blancs ont le trait et comment ça marche? Eh bien, les blancs jouent dame E7, un sacrifice invraisemblable, qui va attirer le roi en E7, cavalier G6, échec à la découverte, et surtout échec double. Donc c'est le roi qui doit bouger, il joue en... Voilà, vous voyez qu'il ne peut pas jouer sur la colonne E, il ne peut pas jouer ici à cause du cavalier, ni même ici, et donc il lui reste uniquement cette case, et donc il joue en D8.
Et maintenant, cavalier F7. Bon, C8. Et mat. Voilà, donc c'est ce genre de position que nous verrons dans la deuxième vidéo que vous verrez bientôt, je l'espère. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mes petites vidéos d'échecs. Je remercie Philippe K pour ses aimables contributions et son enthousiasme constant. Bon, peut-être pense-t-il que je suis un bon élève. Enfin, nous le saurons au prochain épisode. En attendant, à bientôt j'espère. Au revoir.